Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast où on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal et à la co-animation, je suis accompagné de Guy Barrette. Bonjour Guy. Hey, salut Mario, ça va bien? Oui, je vais très bien. Jusqu'à ce jour, toujours pas de COVID dans ma famille, mais peut-être que les choses vont changer. Mon garçon a passé un test lundi matin là, parce qu'il y a des amis autour de lui qui l'ont eu. Donc, Est-ce qu'il est encore à la maison? Non, là, ça donnait que c'était des semaines où est-ce qu'il était chez sa mère. Parce que, bon, je fais partie Donc, si je comprends bien, il va rester chez sa mère. Pour l'instant, oui. Mais il devrait, là, j'imagine, là, il devait aujourd'hui ou demain probablement avoir le résultat. Donc, on saura ce qu'il en est, là. Mais, Bon, croisons-nous les doigts. Ouais, ben c'est sûr que, bon, il y a 0 symptômes. J'ai 4 enfants, mais là, c'est le plus jeune là, qui a 18 ans. Donc, même lui est un peu insouciant, genre il y a rien là, c'est vrai qu'il y a rien là pour toi, mais il va avoir beaucoup de choses pour d'autres. Papa est plus vieux que toi. Ah, ça c'est sûr et certain, hein. Donc on a l'avantage de la sagesse et le désavantage de se lever des matins à être un peu raqué là. Des matins? Ah oui, des matins, pas tout le temps là. C'est parce que moi c'est surtout si je fais du sport là. Là c'est sûr que mon hockey est tout annulé. En tout cas, il y a plein de choses qui sont rapportées à cause de la COVID là, mais non quand même. Je suis pas encore rendu à l'âge où est-ce que je me lève à tous les matins raqués là. Ça va arriver un jour sûrement, mais je suis pas encore rendu là. Heureusement, on se croise les doigts là. Hey, aujourd'hui Guy, on va parler de la version 5 de .NET. Oui, ben oui. Puis, c'est drôle où est-ce que... Puis, on va en parler avec... Notre invité, c'est Miguel Bernard. On va le saluer tout de suite en... Donc, bonjour Miguel. Bonjour. Hey, salut. Donc, avec Miguel, une des choses, on faisait un peu comme le tour de table pour placer les choses, comment on va faire l'émission. Puis, une des choses qu'on a décidé, c'est de commencer en rappelant un peu l'histoire de .NET parce que si on m'avait dit au début de en 2001, 2000, quand .NET est sorti, où est-ce qu'on serait rendu aujourd'hui avec .NET, je me serais posé des questions, dites-vous, quel drôle de parcours, mais c'est un parcours qui s'explique. Absolument. C'est comme toutes les choses, hein. De toute façon, si on nous avait dit un jour qu'il y aurait une pandémie, il y a peut-être un certain scepticisme. C'est de la nature humaine. On est toujours... on voit toujours les choses plus belles ou en tout cas optimistes qui vont arriver. Puis heureusement, parce que si on était trop réaliste, peut-être qu'on aurait de la misère comme entité à se positionner, hein, ou en tout cas être heureux. L'important, c'est de rester optimiste. Puis, surtout comme dans le cas de la COVID, se rappeler que ce n'est que temporaire. Donc, Miguel, hey, je m'égare, là, je m'excuse. Ouais. Revenons au sujet. Donc, .NET 5. Ben, tu sais, la formule, Miguel, c'est toujours la même. Si on commence par faire ta bio, on veut que nos auditeurs puissent te comprendre, connaître un peu plus ce que tu as fait dans la vie. Donc, nous, une des choses qu'on sait, c'est que tu es fortement impliqué dans la communauté ici à Montréal. Tu es un des co-organisateurs de MSDev Montréal. Et depuis quoi? 1 an, 2 ans maintenant que tu as le statut MVP? Moins que ça, ça fait seulement depuis le mois d'août que j'ai été honoré avec la mention d'MVP. Mais t'as raison, ça fait environ 3 ans là, que je suis impliqué dans MSDev Montréal, qui est une communauté de développeurs à Montréal autour des technologies Microsoft. Puis c'est juste depuis cet été, j'étais sur l'impression que tu avais ton statut, tu avais reçu ta reconnaissance il y a beaucoup plus longtemps. Eh bien, bon, en tout cas, félicitations. Ben oui, félicitations. Merci. Puis, écoute, on considérait que tu étais la bonne personne pour vous parler de .NET 5 parce que tu passes ta journée à faire du développement.net. Là. Tu travailles où présentement? Je travaille chez Nexus Innovation. Je suis présentement directeur de l'ingénierie là-bas. Fait que c'est sûr que je regarde beaucoup tout ce qui est la stratégie de l'entreprise, où qu'on s'en va. Puis Microsoft, c'est un de nos gros partenaires. Nous autres, on est vraiment une shop Microsoft. Fait que c'est sûr que je regarde beaucoup. On regarde aussi côté innovation, tu sais, où Microsoft s'en va, parce que nous, on veut suivre le fil, puis on est une entreprise de service. Donc, on essaie de se tenir à l'affût pour
conseiller nos clients le mieux possible dans les nouvelles technologies. Donc, vous, c'est du conseil, du développement sur mesure que vous faites pour vos clients? Exactement. Puis nous, on est vraiment Microsoft, on couvre beaucoup d'aspects. On fait évidemment du développement custom. On est spécialisé dans tout ce qui est applications web, Azure. On est très, très fort là-dedans. On couvre aussi beaucoup d'autres volets de Microsoft dans notre offre. Donc, on a un groupe qui couvre aussi tout ce qui est Microsoft 365. Et nos deux groupes font aussi des intégrations. Donc, on est capable de faire des belles intégrations de flow business, disons, avec les outils Office, avec une app custom qui est très, très personnalisée aux besoins d'affaires du client, par exemple. Puis juste par curiosité, donc faites du développement sur mesure, essentiellement basé avec les technologies Microsoft.net. Donc, tu dirais que c'est quoi le ratio entre... parce que ce que ça veut dire, c'est soit vous faites des applications clients, Windows 10, ou des applications web. On parle ici d'ASP.NET Core, j'imagine, là, vous défaire du Core depuis un bon bout. C'est quoi le ratio? Êtes-vous comme 80% c'est du ASP.NET Core ou même plus haut que ça? Ou, mon feeling, moi, c'est ça doit être que vous faites plus du ASP.NET Core que des applications Windows 10 ou je me trompe complètement? Ça dépend toujours des requis du client, mais c'est sûr qu'il y a une très grosse tendance depuis les dernières années. Tout s'en va web, tout s'en va cloud. Fait que maintenant, je dirais 95% et plus de ce qu'on développe, ça va être des applications SPA, là, Single Page Application, avec des backends en ASP.NET Core. Dans Azure, ça, c'est 95% de ce qu'on fait. Mm-hmm. Puis ASP.NET, en tout cas, pour faire un back-end, ça reste une fabuleuse technologie, là. Peut pas avoir quelque chose de... En tout cas, quand tu as une bonne connaissance du langage C#, là, c'est vraiment très aisé de faire un API REST. C'est sûr que ASP.NET Core, pour faire un SPA, là, c'est peut-être pas le bon framework, là. On va plus aller avec soit du Angular, du Vue ou du React, là, ce genre de framework. Exactement. Souvent, on combine ces technologies-là ensemble. Donc, on a un API ASP.NET Core, puis tout dépendant. Quoique maintenant, avec Blazor... il y a Blazor qui s'en vient, exact. C'est tout à fait correct de faire des applications web qui a pas d'HTML. Pas d'HTML, mais que tu utilises C# et le .NET Framework directement. Là. Absolument. C'est une technologie quand même assez nouvelle, mais extrêmement prometteur. Ouais, donc... mais ça va... Je dirais qu'aujourd'hui, il y a plusieurs barrières encore, parce que là, si on parle bien de Blazor avec WebAssembly. Ben oui. Exact. Donc, ça reste que la performance, ça va s'améliorer avec les années, là, mais c'est... je dis la performance. Tout reste à voir, là, parce que dans certains cas, on n'a peut-être pas besoin que ça soit si rapide. Quand tu as des processeurs extrêmement puissants comme ce qu'on retrouve maintenant sur nos téléphones, ça ne dérange peut-être pas qu'on ait des cycles utilisés juste pour être capable de rouler notre application si au bout du compte, l'utilisateur ne s'en rend pas compte. Ouais, puis en fait, c'est une des promesses de Blazor, c'est que de WebAssembly comme technologie, c'est que vu que ça va être compilé, ça va être beaucoup plus rapide que JavaScript. C'est pas tout à fait au point, mais on voit déjà les progrès, puis le potentiel est clairement là. Mm-hmm. Donc, tu es chez Nexus Innovation, tu as ton statut MVP, tu es vraiment beaucoup impliqué, puis tu suis les nouveautés. Si on revient un peu sur... on parle de version 5 de .NET. Est-ce qu'il y a eu ce qui présume qu'il y a eu comme une version 4, une version 3? C'est quoi un peu l'histoire, là? D'où est-ce qu'on vient? Ouais, c'est bien compliqué à suivre tout ça. Puis là, on a eu beaucoup d'annonces, puis on vient d'avoir un automne extrêmement chargé où on a eu Ignite au mois de septembre, qui est la plus grosse conférence Microsoft où ils couvrent tous leurs produits. Puis on parlait un petit peu de .NET 5. Puis là, on vient juste d'avoir la .NET Conference au mois de novembre, qui là, ça a été vraiment le lancement officiel de .NET 5. Mm-hmm. Ce qu'il faut comprendre, c'est que par contre, maintenant, tout ça, le développement de .NET s'est fait en toute transparence, c'est sur GitHub. Fait que depuis Build 2020, qui était au mois de mai, on avait déjà des previews, puis on savait beaucoup qu'est-ce qui s'en venait. Donc, pas tant de surprise, mais si on vient un peu, c'est quoi
.NET 5, puis c'est quoi les versions avant. .NET, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un écosystème. J'aime beaucoup mes amis chez Microsoft, mais côté nommer des choses, là, ils sont bons pour nous mêler. Puis il y a beaucoup de choses dans l'écosystème qui s'appellent .NET. Fait que c'est pas toujours la même chose quand on parle de quelque chose. Là, .NET 5, on parle vraiment, c'est la version 5 de l'écosystème. Parce qu'avant ça, on avait, au niveau des librairies .NET, on avait ce qu'on appelle le .NET Framework, qui est le .NET qu'on a toujours connu depuis 2001, qui était rendu à la version 4.8. En parallèle de ça, depuis 2015 environ, Microsoft a commencé à développer .NET Core, qui lui était rendu à la version 3.1. Puis là, les numéros de version dans tout ça, là, ça veut dire plein d'affaires, puis c'est tout mêlé, puis il n'y a rien qui se suit. Fait que c'était extrêmement difficile à suivre. Donc là, la prochaine itération... Puis, si tu me permets, la grande différence qu'il y avait entre le .NET Core puis le .NET classique, je vais l'appeler comme ça, qui était à version 4.8, dans les deux cas, c'est qu'il y a une machine virtuelle qui va rouler le code, mais dans un cas, il ne roulait que sur un système d'exploitation Windows, le .NET classique, mais l'objectif du .NET Core, c'était de faire que cette fameuse machine virtuelle puisse rouler autant sur du Linux que sur du Mac que sur du Windows. Exactement. Puis ça vient un peu de l'histoire de .NET. En fin des années 90, Microsoft avait un problème un peu, c'était l'adoption des langages de programmation sous la plateforme Windows. Parce que dans ce temps-là, tu avais un langage, puis un compilateur, puis ça compilait juste pour une plateforme. Puis là, ça te prenait un autre compilateur pour compiler sur une autre plateforme. Fait que c'était vraiment difficile d'avoir des développeurs pour travailler sur ta plateforme. Fait que Microsoft, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils ont dit, on va inventer .NET. .NET, ça va être c'est un runtime, c'est une façon de rouler le code sur une plateforme, mais qui est multilangage. Donc, dans l'écosystème .NET, on avait VB.NET, puis là, il y en a eu plein de langages qui compilent tous vers ce qu'on appelle du IL, qui est le langage intermédiaire qui est exécuté par le runtime .NET sous Windows. Donc, ça, c'est ce qu'on a depuis le début des années 2000. C'est ça. Puis à l'époque, il était beaucoup en opposition avec la plateforme Java, qui, eux, avaient un langage, le langage Java, une plateforme, un runtime aussi qui était le runtime Java, puis l'argumentaire de Microsoft, ça disait non, nous, tu peux utiliser plusieurs langages, Visual Basic, C#, qui étaient les deux langages, entre autres, les plus populaires. Ouais, puis Java roulait sur plus qu'un système d'exploitation. Là. Tout à fait, tandis que .NET roulait juste sur Windows. Exactement. Puis la philosophie Microsoft dans ce temps-là, c'était beaucoup, ils voulaient tout ramener sur Windows et manger le marché de cette manière-là. Là, on a vu dans les dernières années que le discours a beaucoup changé chez Microsoft. Ils sont rendus très communauté, sont rendus très open source. Puis, c'est de là que l'idée de .NET Core est venue. Puis .NET Core, le but, si on veut, c'était de dire, OK, maintenant, on veut pousser encore plus loin cette idée-là de .NET. On veut qu'elle soit non seulement multilangage, mais multiplateforme. Puis c'est là que on a commencé à avoir .NET Core, il y a un runtime pour Linux, par exemple. Puis là, il y a beaucoup d'autres plateformes qui se développent. Puis ça a permis des avancées technologiques assez intéressantes comme Blazor, qui est tout nouveau. En fait, WebAssembly, c'est juste une nouvelle plateforme dans cet écosystème-là. Donc là, Microsoft, là, il y a vraiment une belle flexibilité pour attaquer toutes sortes de nouvelles technologies qui pourraient arriver de toutes parts. Mm-hmm. C'est quand même un peu drôle dans la mesure où est-ce que, il faut comprendre, c'est que au début des années 2000, la vache à lait pour Microsoft, c'était je fais de l'argent à vendre des Windows. La réalité est maintenant qu'ils font plus du tout d'argent à vendre des Windows aujourd'hui, ils font de l'argent à vendre du cloud. Puis le cloud, tu te fous un peu quel système d'exploitation qui roule, tant que ça roule sur ton cloud. Et d'où pourquoi l'adoption en masse par Microsoft au début des années 2010, 2011, 2012, de dire, on peut rouler du Linux, nous autres, même si 5 ans avant ou 10 ans avant, Steve Ballmer aurait jamais dit la même chose. Il aurait dit Linux, c'était l'équivalent du diable pour eux. Puis là, on est dans un autre monde. Et puis ça a donné la chance chez Microsoft de partir un projet pour dire on va faire une nouvelle version de .NET, mais qui va rouler partout. Puis pour la différencier, on va l'appeler Core.
Puis comme tu disais, là, on était rendu à la version 3.1, donc on était rendu comme à la troisième génération du .NET Core. Puis le .NET classique lui avait évolué de son côté, puis on était rendu à la quatrième génération 4.8. Puis là, aujourd'hui, on annonce un .NET 5. C'est quoi qui est magique, là? C'est ça. Puis même, je vais ajouter par-dessus ce que tu dis, en parallèle de ces deux grosses versions-là, il y avait un projet qui était piloté par une grosse communauté qui s'appelle Mono. C'est un projet open source où il y a des gens qui se sont dit, nous autres, on va le faire, le runtime qui roule sur d'autres plateformes. Donc, il y a ça qui roule depuis des 15 ans à peu près. Là. C'était très mature. Fait que là, on a comme 3 grosses plateformes à arrimer vers une chose. Puis .NET 5, c'est ça la nouvelle promesse. Il n'y a plus de core, il n'y a plus de framework. On appelle juste ça .NET to court. Ils ont donné le numéro 5 seulement pour... C'est comme c'est plus grand que 4.8, c'est plus grand que 3.1, puis Mono, je sais plus à quelle version t'es rendu, mais bref, c'était comme le prochain numéro. Puis le but de .NET 5, c'est de tout unifier ça dans un seul .NET. C'est vrai que c'est important ce que tu dis de Mono, parce que je suis en train de l'oublier, mais effectivement, au début des années 2000, en même temps qu'il y avait un .NET qui roulait sur Windows, il y a un projet qui était parti par une communauté open source de dire on va nous faire un .NET qui va rouler sur Linux. Microsoft n'aimait pas ça. Guy, tu dois te souvenir, on se souvient, nous, que dans ces années-là, les gens qui étaient dans ce projet-là, même on leur empêchait de se présenter dans les conférences Microsoft. Ben oui, Miguel de Icaza qui s'est fait jeter dehors d'une conférence. Puis c'est drôle parce que le fameux Miguel de Icaza, qui est la personne derrière ce projet-là, a fondé à un moment donné une compagnie, il était un des fondateurs du côté technique de Xamarin. Xamarin, c'est une compagnie qui a été rachetée par Microsoft en 2013, 2014. Dans ces coins-là. Mais à partir du moment où Miguel de Icaza est revenu en force chez Microsoft, il a été rapidement nommé dans un rôle de leadership pour tout ce qui est la plateforme .NET. Puis clairement, déjà dans ces années-là, 2014-2015, on nous annonçait la réunification. Puis ça va avoir pris 5 ans pour y arriver, là. Donc, de réunifier Mono, de réunifier .NET Core, de réunifier .NET sous un seul code source, là. Ça s'est fait en plusieurs itérations qui ont été qui ont eu plus ou moins de succès. Là. On peut se souvenir au tout début, dans les eaux de 2015, excusez, ce qu'on avait, c'était, comment ils appelaient ça, le BCL, je pense. Là. Fait que dans le fond, dans ton projet, tu choisissais quelle plateforme tu voulais, puis là, ça réduisait énormément ce que tu avais accès dans le .NET Framework parce que c'était pas implémenté partout. C'était très problématique. L'itération qu'il y a eu après ça, ça s'appelait .NET Standard. Ça, c'est une autre affaire qui était super mêlant dans tous ces numéros-là, tu sais, parce que là, on avait non seulement .NET Framework 4.8, .NET Core 3.1, mais là, on était rendu à .NET Standard 2.1. Mais il faut comprendre ce qui se passait, c'est qu'ils ont commencé à réécrire. Donc, ils ont dit, OK, on va partir avec la base. Donc, ils ont écrit toutes les classes de base, les fameuses Base Class Library, BCL. Puis, un coup, quand ils les ont faites, ils ont dit, ben là, quand tu as du code, il y a toujours du monde qui veulent le consommer. Donc, d'où pourquoi ils ont créé les BCL. Après ça, ils ont évolué, ils ont créé d'autres classes. À un moment donné, ils ont dit, OK, on a standardisé presque tout le framework de base, mais standardisé oui puis non. C'est-à-dire que quand tu décidais que tu utilisais standard, ben oui, tu limitais ton framework, puis c'était l'enfer du nommage. C'est-à-dire qu'à tous les fois, tu voyais le mot .NET avec un autre acronyme associé à côté, là, .NET standard, puis là, tu dis, ben coudonc, à l'époque, c'était quoi? On était rendu à .NET 4.5. Tu sais, est-ce que .NET 4.5, c'est pas le .NET standard? C'était vraiment... .NET standard, ça se voulait vraiment être un niveau d'abstraction par-dessus, puis le problème que ça venait résoudre, c'était beaucoup pour les librairies de tierces parties, donc les packages NuGet. Parce que là, qu'est-ce qui arrivait, c'est que si toi, tu avais un projet, que tu étais en train un nouveau projet, tu le faisais en .NET Core, mais là, tu voulais utiliser une librairie qui, elle, n'était pas .NET Core, qui était, disons, .NET 4.6. Mais là, tu pouvais pas. Mais avec le .NET Standard, ça venait justement unifier qu'est-ce que tu avais le droit d'utiliser, puis là, ça réglait ce problème-là. Là, on a été quelques années comme ça, puis comme tu dis, ça a évolué, puis .NET Standard, c'est comme un contrat d'API, ça dit quelles API sont implémentées dans telle version.
Donc, chacun... Mais il y a eu 3 années là, de confusion là, vraiment totale là, où on savait pas à quel sens jouer. Là. Ah, puis absolument. Puis encore aujourd'hui, c'est très mal compris, puis c'est très difficile à concevoir tout ce que tu as de besoin. Donc, c'est ça que .NET 5 vient résoudre. Puis c'est pour ça que c'est une grosse affaire, puis on fait une grosse annonce avec ça. C'est que là, tout ça, on oublie tout ça, là, c'est rendu, ça s'appelle .NET 5, c'est une affaire, puis tout fonctionne, puis c'est tout unifié. Puis là, je vais mettre un bémol. C'est le début de l'unification. Il y a encore des petites affaires, entre autres avec Xamarin puis certaines plateformes. C'est pas tout parfait. Microsoft a annoncé que d'ici .NET 6, là, ça va être complété complètement l'unification. Ouais, mais Miguel, il y a dans le .NET Framework standard, là, OK, ça s'accroche là, fortement à Windows, là. Donc, il y a des API comme Windows Form, comme, je sais pas, WCF, là, qui sont intimement liés à Windows. Fait que comment, est-ce que ces API-là vont migrer à .NET 5 ou est-ce que ça va mourir de sa belle mort? Non. Qu'est-ce qui se passe avec le vieux code, là, finalement? Ouais, t'as raison. Il y a certaines parties de l'API, des classes de base, qui ont jamais fait la cote dans le .NET Standard, et Microsoft a annoncé qu'ils feront pas la cote non plus dans .NET 5. Qu'est-ce qui va arriver avec ces packages-là? Ben, vous pouvez encore les utiliser, évidemment, si vous targetez un de ces anciens frameworks-là, mais ils vont être plutôt shippés comme des librairies à côté en package NuGet. Donc, ça va être plus... Ça sera pas partie du .NET Framework de base. Ça va être plutôt comme un surplus que tu peux ajouter comme un package tierce partie. Parce que... OK, ça veut dire que, par contre, que ces librairies-là, ils s'accrochent toujours à Windows. Ben, il y en a qui sont fortement couplés à Windows, mais ça, tu peux toujours avoir du code qui est très spécifique à une plateforme. Ça peut encore arriver. Donc, si je comprends bien, c'est comme je le simplifie un peu, là, c'est comme si .NET 5, là, ça serait le cœur, puis tu as des add-ons que tu peux rajouter. Ces librairies-là vont ne fonctionner que sur Windows, fonctionneront pas sur Linux ou sur Mac, par exemple. Exact. Puis ça arrive déjà. Il y a déjà des tierces parties, même s'ils sont .NET Core, c'est possible qu'ils roulent seulement sur Linux ou seulement sur Windows. Des fois, c'est des trucs très, très spécialisés, je dirais, là, qui peuvent peut-être opérer un driver de quelque chose qui est super spécial sur juste Windows, par exemple. Mm-hmm. Mais ça reste que c'est peut-être à peu près... Si on prend si on revient un peu à ce que tu nous disais, que tu fais peut-être 95% du ASP.NET Core dans votre organisation. 95% de ce qui est développé aujourd'hui dans le monde .NET, c'est probablement du ASP.NET. Puis ça, depuis la version 3, c'est très stable, la version 3 de Core. Donc, de passer ce code-là à 5, il marche tout. Ça fait juste comme uniformiser les choses. Pour ceux pour qui c'est plus ardu, c'est ceux qui faisaient des drivers, par exemple, ou qui construisaient des applications clients lourdes, qui ciblaient, par exemple, des choses spécifiques de Windows 10. Pour eux, là, dans certains, ou qui voulaient faire une application qui roulait autant sur du Android que sur du iOS, eux, c'est plus tricky. Il faut vraiment qu'ils regardent est-ce que mon .NET 5 me permet de tout faire, parce que, comme tu disais, il y a certaines choses qui vont vraiment être là juste dans .NET 6. Exact. Puis, il y aura toujours des bouts d'applications qui sont spécifiques à une plateforme. Puis, le plus gros exemple, probablement, qu'on va voir, c'est WPF. WPF, c'est une technologie Windows pour dessiner des écrans. Puis, cette technologie-là, elle fonctionne pas sous Linux. Elle a jamais été portée, puis Microsoft a pas de désir, du moins à court terme, de le faire. Parce que leur stratégie pour, si tu veux faire du UI sur Linux, ben, utilise Xamarin. T'sais, ils ont déjà une réponse à ça. Donc, WPF, c'est vraiment une technologie Windows. WPF peut utiliser des librairies .NET 5 sans problème, mais ça va être seulement sur Windows. Mm-hmm. Puis, est-ce que en parallèle d'annoncer .NET 5, est-ce qu'il y a eu aussi une annonce de Microsoft pour essayer comme d'avoir un discours cohérent pour quoi faire pour justement la couche de présentation? C'est-à-dire que si tu vises juste Windows, tu devrais faire ça. Si tu veux viser plus que Windows, tu devrais faire ça. Est-ce qu'il y a eu aussi des annonces de ce côté-là?
Il n'y a pas d'annonce particulière, c'est plus ça fait longtemps que c'est dans la stratégie puis que c'est jasé, puis c'est pas mal ce qu'on a dit. T'sais, si tu veux faire une application qui est Windows 10, WPF c'est vraiment la plateforme que Microsoft pousse. Si ton désir c'est de faire une application GUI là, qui est vraiment multiplateforme, ben là tu devrais plus aller vers une technologie comme Xamarin. Puis ça t'ouvre aussi la porte du mobile si jamais tu le souhaites. Tout ce qui est web, c'est vraiment ASP.NET. Mais Miguel, au niveau de desktop, là, les applications UWP, là, est-ce que où ils se trouvent exactement? Est-ce qu'ils se trouvent dans le framework .NET Core, .NET 5, .NET Framework classique? Les applications UWP, ça c'est un autre chose qui est spécifique aux plateformes Microsoft, parce que c'est multiplateforme, mais c'est juste les plateformes Microsoft, donc Windows, Xbox. Puis c'est un peu ça le but de cette stack UI-là. Mais ça aussi, c'est comme un package, si on veut, à part. Ça va pouvoir utiliser du .NET 5, mais ça sera jamais pour autant multiplateforme. OK. Si on s'intéresse aux multiplateformes, moi j'ai vu passer là, une annonce, il y a un gros projet open source qui s'appelle Uno. On a déjà fait une émission, nous, là-dessus, même 2 émissions dans le passé. Ce projet-là, il est toujours vivant, il est très actif, et même la journée même où est-ce que .NET 5 est annoncé, eux annonçaient aussi qu'ils supportaient .NET 5. Puis donc, si votre besoin, c'est de faire du multiplateforme, oui, Xamarin, ça peut être un choix, mais prenez donc quelques minutes pour aller voir ce qu'offre Uno, parce que c'est aussi une alternative qui est non négligée. Puis si votre objectif, c'est pas de faire... alternative. C'est ça. C'est ça. Puis si vous n'avez pas de besoin de multiplateforme, ben là, choisissez le meilleur choix en fonction de... Mais le plus important, c'est au moins alignez-vous sur .NET 5, parce que là, vous allez être vraiment conforme pour facilement faire maintenir et faire évoluer vos choses dans le futur. Puis tu as raison, on parlait, là, parce qu'on parlait vraiment de qu'est-ce que Microsoft a dans sa boîte à outils à lui, mais il y a plein d'autres technologies qui fonctionnent très bien en conjointement avec les technologies Microsoft. On peut penser à Electron, par exemple. Il y a beaucoup d'applications faites avec ça. Puis c'est toutes des technologies web, c'est fait en JavaScript. Mais les back-ends, ils peuvent être quand même en C#, par exemple. Tout à fait. OK. Puis, si moi, je te demandais là, de l'annonce qui était faite là, dans les derniers jours par rapport relié avec .NET 5, la chose pour toi qui est comme qui t'excite le plus ou que tu trouves là, que t'attendais puis que tu es vraiment content que ça soit maintenant officiel? Ouais. Ben là, on a parlé beaucoup de l'historique, fait que ça va aider à tout comprendre ça. Puis on a parlé légèrement de .NET 6. Un des gros changements que tout ça apporte, c'est que avant les numéros de version, ils étaient liés aux features. Donc, c'est-à-dire que le numéro de version était incrémenté quand Microsoft shippait des nouvelles features, mais la date était flexible. Fait que des fois, de .NET 4 à .NET 4.1, ça peut prendre 1 an. De 4.1 à 4.2, ça pouvait prendre 2 mois. C'était jamais stable. C'était extrêmement difficile de savoir, OK, quand est-ce qu'il faut que j'upgrade, puis ça va être quoi mon niveau de support. Puis même chose avec notre .NET Core. En même temps qu'il unifie tout dans .NET 5, Microsoft a aussi revu la cédule de déploiement, de release de .NET. Donc, maintenant, c'est rendu tout simplifié, très facile à comprendre. À chaque année, au mois de novembre, on incrémente le numéro majeur de la version de .NET. Donc, novembre cette année, c'est .NET 5. Novembre l'année prochaine, c'est .NET 6. Entre-temps, s'il y a des releases, ça va être le chiffre mineur qui va être incrémenté. L'autre chose importante qui vient avec ça, c'est que de temps en temps, Microsoft disait « Ah, cette version-là de .NET, on va la supporter longtemps. » Ils appellent ça les versions LTS. C'est souvent les versions que les grosses entreprises ciblent parce que ça donne 3 ans de support au lieu de 1 an de support. Donc, ça aussi, Microsoft a standardisé un peu comment ça va fonctionner parce qu'avant, c'était « Ah, cette version-là, on va la supporter plus longtemps » puis c'était au hasard presque. Là, puis c'était très difficile de démêler tout ça. Maintenant, c'est pas compliqué. Tous les numéros pairs, donc une version à tous les 2 ans, donc la version 6, ça va être la première qui va être LTS, va être supportée pendant 3 ans. Et toutes les autres versions sont supportées seulement 1 an. Après ça, ils ne reçoivent plus de mise à jour. Donc la version 5, elle, est-ce que c'est une version LTS ou non? Non, c'est un numéro impair, c'est pas une version LTS. Ça veut dire que la version 5 est supportée jusqu'en novembre prochain. En novembre prochain, .NET 6 sort,
elle va être supportée pendant 3 ans. Si vous voulez être tout de suite aujourd'hui sur une version LTS, .NET Core 3.1 et .NET Framework 4.8, ce sont des versions LTS. Donc, pour les grandes entreprises là, qui cherchent un peu, je dirais, un petit peu plus de stabilité ou des versions avec du support, ben, ils passent pas tout de suite à .NET 5. Ça dépend. Tu peux passer tout de suite à .NET 5, tu vas être supporté pour la prochaine année, mais il faut quand même que tu aies un plan de migration dans un an de passer tout de suite à .NET 6, puis là, avoir 3 ans. OK, je comprends. Il faut que tu planifies tout de suite que dans un an, il va falloir que tu migres. Mais là, l'avantage qu'on a, c'est que maintenant, vu que la cédule est connue d'avance, c'est vraiment facile de faire ces planifications-là puis de rester à la fine pointe. Avant, on pouvait pas faire ça parce qu'on savait pas quand la prochaine version allait sortir, la prochaine version LTS allait sortir, puis là, c'était difficile, vas-tu avoir du budget si elle sort l'année prochaine, puis là, tu sais, ça peut être très complexe dans des grosses entreprises, cette gestion-là. Mm-hmm. Souvent, quand il arrivait justement un nouveau numéro de version majeure, il arrivait comme une fonctionnalité vraiment qui était un différenciateur, qui disait, ben là, si ça t'intéresse, il faudrait que tu ailles à cette version-là. Est-ce que dans .NET 5, il y a, outre le fait que maintenant, il y a une cédule de mise à jour qui est connue, est-ce qu'il y a comme une fonctionnalité qui vraiment vaut la peine, là? C'est-à-dire que si, mettons, quelqu'un aujourd'hui roule sur ASP.NET Core 3.1, ça serait quoi la raison pourquoi il devrait aller sur 5? Ouais, en fait, 3.1 est en LTS, c'est-à-dire long-term support. Donc, pour une entreprise, là, bon, pourquoi j'irais à 5? Exact. En fait, il y a beaucoup de raisons, puis ça va me faire plaisir de vous en parler. Microsoft, .NET 5, c'est l'écosystème. Fait que ça va de l'avant. Mais ce qui est à l'intérieur de l'écosystème, c'est les langages de programmation. Donc, C#, F#, VB, eux aussi évoluent au travers de ça. Donc, quand tu t'en vas vers .NET 5, ben là, tu vas débloquer C# 9 et toutes les nouveautés qui viennent, qui sont spécifiques à C# 9. Puis là, on peut en parler un peu, mais il y a énormément de nouveautés en passant dans C# 9. C'est vraiment un très gros release. Mais notamment, c'est vraiment intéressant comme release parce qu'ils sont vraiment en train de changer un peu le langage pour l'adapter de mieux en mieux au cloud. Puis où je veux en venir avec ça, c'est qu'ils empruntent beaucoup de choses au langage fonctionnel. Ouais, OK. Mais pourquoi le langage fonctionnel, c'est plus adapté pour le cloud? Les paradigmes des langages fonctionnels sont très bien... un des paradigmes en fonctionnel qu'on va retrouver, c'est l'immutabilité. Fait que ça, c'est très pratique quand tu t'en vas cloud, parce que quand tu t'en vas cloud, tu veux pouvoir scaler horizontalement. Puis quand t'as de l'immutabilité, c'est très facile de faire ça. Quand t'as de l'état, puis t'as besoin de faire des mutations, là, t'as besoin de lock, de mutex, tout ça. C'est des choses qui sont très difficiles à faire en cloud. OK, donc, si on fait un exemple pratique là, pour aider nos auditeurs. Donc, par immutabilité, on veut dire, mettons, une variable, tu peux pas changer sa valeur quand tu as créé, elle va avoir cette valeur-là, puis elle va rester tout son temps de vie. Gros avantage quand tu es en cloud, c'est que supposons que tu décides de distribuer un traitement sur plusieurs serveurs, puis à toutes les fois que tu retournes, tu ne sais pas sur quel serveur tu vas tomber. Ben vu que tu n'as pas d'état, parce que tes variables ne changent jamais de valeur, ben que tu tombes sur n'importe quel serveur, c'est pas grave. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant pour la partie cloud. Puis là, je donnais cet exemple-là. Peut-être que tu as un exemple encore plus probant ou... Non, c'est exactement ça. C'est qu'au lieu d'avoir un objet qui change d'état, plutôt tu vas recevoir ces valeurs-là dans tes paramètres d'entrée. Ça va être une entrée à ta fonction. Fait que tu sais, même quand tu t'en vas vers des architectures qui sont même, si on pousse à l'extrême, serverless, où t'as plus rien à part juste une fonction qui s'exécute, ben ça, il n'y a pas d'état là-dedans. Donc ça, c'est l'ultime paradigme fonctionnel. C'est juste une fonction. Exactement. Elle a des paramètres en entrée, puis elle a une sortie, elle te retourne un résultat. Exactement. Puis Microsoft a son langage fonctionnel qui s'appelle F#, qui est moins connu que C#, on ne se le cachera pas, mais qui est quand même très populaire puis qui gagne en traction. Puis c'est intéressant parce que les deux langages, premièrement, sont interopérables ensemble. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
à partir du code C#, je peux appeler des librairies F# et vice-versa. Puis même dans ma solution, dans Visual Studio, je peux avoir un mix des deux si je veux. Tu peux même aller chercher le meilleur de tous les mondes comme ça si tu le souhaites. Puis, C# a commencé à emprunter des fonctionnalités qui existaient en F#. Donc là, c'est vraiment intéressant. Le pont se rapetisse entre les deux langages. C'est plus facile à les faire travailler ensemble. Puis un des grosses nouvelles fonctionnalités de C# 9, c'est ce qu'on va appeler les records. Donc, les records, c'est une nouvelle structure de données. Donc, on avait en C# jusqu'à maintenant les structs et les classes. Puis, on pouvait pas mal bien fonctionner avec ça quand même. Il y avait comme quelque chose entre les deux qui manquait. C'était, j'aimerais ça avoir une classe, mais j'aimerais ça pas être capable de la changer plus tard. Parce que si je modifie des propriétés de ma classe, ben là, ça se pourrait que j'ai des effets de bord dans mon application. Puis, c'est ça. Dès que tu crées une classe avec des données internes, puis que ces données-là peuvent changer, ben t'as plus d'immutabilité. Donc là, ce que tu as à me dire, c'est qu'un record, tu vas créer comme une structure, un record, tu vas créer une structure de données, mais tous les champs dedans vont être des constantes. Exact. Donc, tu peux les initialiser quand tu crées l'objet, puis ils peuvent jamais changer par la suite. Si tu veux changer, ce que tu fais, c'est que tu crées un nouveau record. Mm-hmm. Donc ça, c'est très, très, très pratique pour des POCO, des events, des commandes, tous ces genres de petits objets-là qu'on a comme toujours besoin d'une structure de données, puis on les crée une fois souvent, ou on les désérialise d'un JSON qui arrive en entrée ou quelque chose comme ça. On veut pas les modifier, c'est comme des paramètres d'entrée. On veut juste les passer à la prochaine fonction, puis travailler avec ça. Puis quand ils ont fini leur utilité, ils meurent de leur belle mort. Puis j'imagine à ce moment-là que pour le garbage collector, si tu utilises un record, il va être capable de le collecter beaucoup plus rapidement parce qu'il va savoir que dès qu'il n'y a plus aucun traitement qui y touche, c'est sûr qu'il peut le collecter. Donc, peut-être même ça va optimiser le garbage collector du côté du runtime. Là. Pour l'instant, il n'y a rien qui a été annoncé par rapport à ça. Mais c'est sûr que peut-être dans le futur, c'est des optimisations qui vont être possibles parce que là, tu peux prendre des assumptions parce que ça fonctionne d'une certaine manière, un record. L'autre gros avantage de tout ça, c'est qu'avant, il fallait que tu fasses une classe. Puis c'était possible de faire des classes avec des champs immutables. C'est juste c'était beaucoup de code, c'était beaucoup de choses que toi, tu avais besoin de mettre en place puis qui c'était facile de se tromper. Maintenant, les records, tu peux déclarer une classe en une ligne. Donc, tu peux faire comme un peu comme l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler un type anonyme, c'est-à-dire que tu le crées, mais il y a pas de nom, c'est-à-dire que tu fais juste le créer, puis là, tu es capable de le passer comme un paramètre. C'est pas loin de ça, mais là, il y a vraiment un type. Puis ça supporte l'héritage aussi, puis ça supporte tout ce qu'il y a autour, puis c'est fortement typé, donc le compilateur, il va te donner des erreurs si jamais tu passes pas le bon type. Mais c'est un peu comme ça, effectivement, tu vas vraiment déclarer le nom de ton type, tu vas ouvrir des parenthèses, tu vas mettre tous les paramètres que tu veux, puis là, en arrière, il génère des propriétés, puis un constructeur. Puis en une seule ligne, tu as déclaré ton record. OK. Donc, il n'est pas... dans le monde JavaScript, moi, je fais beaucoup de JavaScript depuis 2 ans. On a ça, là, on est capable de déclarer des objets anonymes. Le défi qu'on a, c'est qu'ils sont pas typés. C'est-à-dire que si tu te dis, hey, c'est quoi ce type-là, il sait pas. Mais là, ce que je comprends, c'est que tu peux le déclarer en une seule ligne, mais si à un moment donné, tu te dis, hey, c'est quoi le type, lui, il va te dire, il va te retourner le type que toi, tu as donné. Ça, c'est un type ABC, ça va te retourner ABC. Là. Donc, tu es capable de pouvoir, à ce moment-là, faire de l'introspection sur ces records-là, même si tu les as déclarés avec une approche très, très légère. Exactement. OK. Donc, nouveauté dans C# 9, les records. Quelle autre nouveauté te titille, là? C'est-à-dire, ça, tu vois d'utilité. Ben écoute, les records, j'aurais 2 autres affaires à te montrer en plus. Qui sont go for it. Parce que comme je disais tantôt, on veut souvent changer de l'état. Puis là, avec un record, ben là, je viens de te dire que tu pouvais pas faire ça. Fait que qu'est-ce qui est vraiment plate, c'est quand tu as un gros objet, disons, de
12 propriétés, puis là, tu vas en changer une. Tu sais, j'en veux un pareil, mais je vais en changer une. Puis là, allez, c'est plate en maudit faire un new, puis là, recommencer, puis là, passer toutes mes valeurs. Fait qu'ils ont pensé à ça. Fait que C# introduit aussi un nouveau mot-clé qui s'appelle with. Puis with, qu'est-ce que ça permet de faire? C'est que tu es capable de prendre une variable ou une instance d'un objet, d'un record, espace, with, puis là, tu es capable de dire change seulement cette propriété-là avec la nouvelle valeur. Fait que ça, en gros, ce que ça fait en arrière, c'est que ça te fait un clone. Mais un clone qui est déjà tout implémenté pour toi, tu n'as aucun code à écrire, puis ce code-là, ce clone-là, il est même capable de descendre aussi profond qu'il faut si c'est un graphe d'objets, disons, un record qui contient une propriété qui est aussi un record, etc., etc. Il est capable de descendre autant de niveaux qu'il faut. Donc, c'est comme un clone super puissant, gratuit, intégré dans le langage. Donc, quand tu utilises le nouveau keyword with, c'est un peu comme si tu ferais une copie de ton record, mais avec une nouvelle valeur, parce qu'on s'entend, tu vas pouvoir juste changer une seule fois le champ que tu veux changer. C'est ça. Tu peux changer autant de champs que tu veux. OK. Mais une seule fois. C'est-à-dire que tu peux pas dire change... ou il faut que tu réutilises un with, tu sais. With, telle affaire, puis plus loin, with, puis là, ça refait une autre copie. Tu peux faire des copies de cette façon-là avec un peu de la récursivité, là. C'est ça. Puis l'avantage que tu as, quand tu fais des copies comme ça, ben, c'est que si tu passes ton objet dans une méthode, même si la méthode elle a un effet de bord puis elle modifie ton objet, dans le cas de record, tu peux pas, mais tu sais, c'est un des problèmes avec les classes, c'est que quand tu passes une classe à une méthode, si la méthode elle change quelque chose dans ta classe, vu que c'est tout référencé directement avec des pointeurs en mémoire, c'est la même instance que tout le monde se partage, puis c'est là qu'on peut avoir des bugs. Oui, c'est que t'as pas une vraie closure au sens où on l'entend, c'est-à-dire que tu n'es pas capable de dire ça, c'est juste limité là, tu as des effets de barre à cause que tu travailles avec des pointeurs, tandis que là, tu n'en as plus. Parce que exactement. Tu limites en disant, c'est dans cette sous-routine-là que lui, il modifie ça, puis quand il sort de là, ben, il n'existe plus. Donc, j'ai plus de problème. Exactement. Fait que là, tu n'as plus besoin de te soucier, là, quand je passe un objet, s'il se fait modifier. Toute cette classe de problématiques-là, disons, disparaît. Puis j'imagine que ça peut être utile aussi si on veut faire du parallélisme, c'est-à-dire du multithread. Parce qu'un autre défi qu'on a quand on a du multithread, c'est ça, c'est d'avoir justement pas de closure, puis là des pointeurs qui vivent sur 3 threads en même temps, avec tous les problèmes de locking que ça peut te créer. Là, tu es capable vraiment de t'assurer que chaque thread a vraiment sa copie à lui de ce que puis sans qu'il se pile sur les pieds, là. Exactement. Puis ça, les langages fonctionnels sont très forts là-dedans à cause de ça. Puis c'est beaucoup utilisé, les langages fonctionnels, dans du AI, entre autres, parce que c'est beaucoup de parallélisme. Puis C#, ils veulent s'en aller là. Fait que c'est bon qu'ils nous amènent tous les outils. Puis là, maintenant, on les a, les outils avec C#. Là. Fait que... Dans les années 60-70, c'était le but premier. C'était on s'en servait beaucoup pour faire du parallélisme. Puis F# au début, c'était comme ça qui était beaucoup vendu. Là, maintenant, le cloud a changé la donne. C'est-à-dire, hey, tu peux aussi utiliser ça sur le cloud. Puis là, vu que toutes les entreprises veulent tirer profit du cloud, le fonctionnel est revenu en grande force. Parce que le parallélisme multithread, ben, aujourd'hui, on a beaucoup de processeurs qui sont multithread, mais jusqu'à il y a 10 ans, il n'y avait pas tant de processeurs multithread, là. C'était juste sur les gros serveurs qu'on avait ça. Tandis que maintenant, même ton petit téléphone iPhone a plusieurs threads, là. Ça n'existe plus un processeur qui n'est pas multithread, là. Donc, exact. C'est intéressant. OK. Donc, nouveau keyword qui s'appelle with, avec une nouvelle structure de données qui s'appelle record. Exact. On rappelle, on avait des structs, on avait des classes. C'est ça. Puis là, la dernière chose avec les records, c'est que ça vient aussi avec un autre avantage qui est gratuit dans toute cette affaire-là, qu'on appelle l'égalité structurelle. Donc, en .NET... Je vois tout de suite l'utilité. C'est-à-dire que tu peux faire l'égalité, puis il va tout de suite aller voir en profondeur s'il est vraiment égal, si c'est une structure hiérarchique, là. Je m'excuse, Miguel, mais est-ce que c'est ça? Oui, mais t'as raison de t'exciter parce que moi aussi, ça m'excite beaucoup. C'est tellement fantastique parce que ô combien que c'est difficile en .NET comparé à d'autres langages de comparer deux objets.
c'est jamais égal, à moins que tu ailles l'implémenter toi-même. Puis là, c'est tellement facile de faire des erreurs. Faut que tu override la méthode equal, que tu compares toi-même toutes les propriétés. Là, tu peux avoir des nuls d'un côté ou de l'autre. C'est le bordel à gérer. L'égalité structurelle, ça le fait tout seul pour toi. T'as rien à faire. Le framework s'en occupe. Qu'est-ce qu'il va faire quand tu compares deux records, un avec l'autre, soit avec equals ou avec égal-égal? Il va passer toutes les propriétés de ton records, puis il va s'assurer qu'elles sont égales. Puis si jamais toutes les valeurs sont égales, même si tu as deux instances différentes, il va dire que c'est égal. Ouais, parce que là, tu vas utiliser toutes sortes de mécanismes comme des hashes pour dire si mon hash est égal, c'est parce que c'est vraiment le même objet. Ou d'autres mécanismes comme avoir un timestamp. Puis là, tu mettais à jour le timestamp à toute fois que tu écrivais dans ta classe. Puis là, ben, si c'est le même timestamp, c'est que c'est le même vrai objet. Il fallait tout faire des petits tours de passe-passe. Là, on n'aura plus besoin. On pourrait directement demander au langage de faire ça pour nous. Ouais. Tu déclares une ligne, tu déclares ton record, puis t'as ça qui vient gratuitement. T'as le width, t'as l'égalité structurelle, tout ça gratuit. Fait que pour tous les petits objets, les messages, les events, les commandes, les POCO, ben c'est fantastique parce que c'est souvent ça qu'on a besoin de faire. On a besoin des comparer. Si on regarde aussi le DDD, là, le Domain Driven Design, là, qui prend beaucoup en popularité, c'est beaucoup, on appelle ça des value objects. Ben, record, c'est un value object. Ça répond exactement à ce besoin-là du design pattern. En fait, ce que je comprends, c'est que ça va simplifier beaucoup certaines Exact. Parce qu'avant, tu pouvais tout faire ça. Mais c'était des dizaines et des dizaines de lignes à implémenter, puis il fallait pas que tu te trompes. Puis là, tu étais obligé d'écrire des tests pour ça, pour être sûr que tu t'étais pas trompé. Là, c'est gratuit, puis tu es sûr que c'est bien fait. Ouais, puis en plus, t'as le compilateur qui va te revenir avec des messages erreurs si vraiment il y a quelque chose qui marche pas dans ton code. Là. Donc, exact. C'est pas moi que tu vas convaincre que c'est important d'avoir des types puis que le compilateur fasse l'ouvrage. On a encore de certains de nos amis qui viennent de la communauté JavaScript qui doutent de l'importance d'avoir vraiment des types et tout, mais chacun sa philosophie ou chacun sa religion. Ouais, comme tu dis, c'est des philosophies différentes. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'en C#, t'es capable de le faire avec des types anonymes si jamais tu veux vraiment pas de type, mais moi aussi, je suis un peu plus de l'école que si le compilateur peut m'aider, ben là, je peux avoir de l'intelligence, je peux avoir des warnings, je peux avoir toutes sortes de choses. Puis même, ça va m'amener à mon prochain sujet parce que Microsoft a aussi travaillé sur ça. Ils ont ajouté un feature en C# 9 qui s'appelle le target typing. Puis ça, ce que ça veut dire, en fait, c'est que le compilateur est maintenant plus intelligent et est capable de déduire le type de manière implicite tout seul. Bon, là, on va débattre ça un peu. Là, moi, j'ai des cheveux gris, là, j'aime pas ça, là, tu sais, comme... Je vais lui dire, moi, que je le sais, le programmeur, que c'est de tel type. Là, pourquoi je le laisserais déduire des choses? Parce que là, j'ai comme mon red flag qui s'allume. Là. Donc, je te laisse aller, Miguel, mais je suis pas convaincu. Là. T'es pas obligé de l'utiliser, hein? C'est juste une fonctionnalité qui existe. Mais depuis C# 3, par exemple, on a le mot-clé var. Donc, sur une assignation du côté gauche, t'es pas obligé de déclarer le type, tu peux mettre var. Puis là, si tu fais du refactoring puis tu changes ton type du côté droit, ben le compilateur, il sait tout seul c'est quoi le type de ta variable. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle des typings implicites. Fait que ça, on a puis je me suis mis, moi, à utiliser des typings implicites. Donc, ils m'ont eu avec le temps. Je me suis dit, bon, OK, c'est beau, le compilateur est assez intelligent. C'est court. C'est plus court à écrire. C'est moins chiant à refactorer. Puis, fait que là, la nouveauté dans C# 9, c'est qu'ils ont poussé ça un petit peu plus loin. Fait que maintenant, avec ça, le compilateur est capable de comprendre tout seul, selon le contexte d'exécution, c'est quoi le type. Bon, fait que là, je m'explique. Fait que maintenant, tu peux le faire du côté droit de l'égalité. Ce que ça donne, c'est que du côté gauche, tu spécifies le type. Fait que mettons chat, la variable C, égale. Puis là, de l'autre côté, je peux écrire juste new, parenthèse, mettre les paramètres, puis il sait automatiquement que c'est un chat. Je suis pas obligé de faire new, chat, parenthèse. Puis... OK, c'est comme l'inverse du var. Là. C'est exactement l'inverse. Là, tu vas me dire, ouais, ça sert à quoi? C'est pas super fantastique ta nouvelle fonctionnalité. Attends un peu. Il y a certains endroits qu'on pouvait pas utiliser des var, puis ça pouvait être
difficile, disons, d'utiliser. Puis le meilleur exemple que j'ai pour ça, c'est dans une classe, disons que tu as des fields privés, puis que le type de ce field-là, il est très long. Là, j'ai l'exemple en tête d'un dictionnaire, string observable de machin. Tu sais, des fois, tu as des types très très longs, là. Puis un field, tu peux pas utiliser var. Fait que là, non seulement du côté gauche, il faut que tu déclares le type, mais en plus, quand tu voulais l'initialiser, disons, directement ta classe, tu fais un new, puis là, il fallait que tu spécifies le type. Là, maintenant, tu peux juste faire un new sans spécifier le type. Fait que tu peux te sauver pas mal d'espace à ce niveau-là. Puis disons que tu utilisais en plus un object initializer. Donc là, tu peux faire les curly brace puis déclarer tout de suite des objets dans ton dictionnaire ou dans ta liste, disons. Ben là, vu que le type, il est déjà défini à gauche, tu es juste capable de faire new, puis parenthèse, puis les valeurs de ce type-là. Donc, tu peux vraiment réduire la syntaxe quand même de pas mal à certains endroits. Puis tu as l'intelligence? Puis tu as l'intelligence, puis c'est fortement typé. OK. Ben, en fait, ça, c'est comme du sucre syntaxique. Là. C'est tout du sucre syntaxique. Ouais. Donc ça, je suis moins excité. Les records, là, je peux comprendre vraiment l'utilisabilité de ça. Là. Il y a des scénarios très usuels, donc je vois l'intérêt de dire « Oh, ça intéresserait d'aller à C#9 » pour les records. Les WIT, donc ça c'est pour moi, c'est des winners. Le sucre syntaxique, c'est moins... c'est comme le vrai sucre. Il faut en manger moins, ça, parce que c'est pas bon pour la ligne. C'est situationnel, disons. Fait que tu sais, C#9, il arrive avec quelques affaires comme ça qui te permettent de réduire le load cognitif, on pourrait dire. T'sais. Fait que tu peux enlever comme du code qui sert un peu à rien, puis que le compilateur il pourrait juste émettre en arrière pour toi. Fait que C#9 a plein d'autres features qui font ça aussi un petit peu. Un autre feature qui est un peu dans ce genre-là, maintenant c'est possible d'écrire un Hello World en une ligne. Ça, c'était quand même un problème de C# qui était beaucoup reproché par la communauté. T'sais, la plupart des langages, tu écris en Python, tu écris juste print Hello World. Donc, en C#, après 25 lignes, faire un programme CS juste pour ça. OK, ça c'est pour faire moins peur aux nouveaux étudiants là, qui regardaient ça puis disaient « Oh, c'est donc bien compliqué ce langage-là ». Puis là, ils regardaient, mettons, du Python puis disaient « Ah, m'apprendre à faire du Python à la place. » Exactement. C'est sûr que c'est un des buts derrière, c'est pour montrer que ça peut être simple aussi en C#. Fait que là, maintenant, ils ont fait une affaire, ils appellent ça des top-level programs. Fait que maintenant, ton programme CS, il peut contenir juste du code directement, puis pas de main, pas de programme, pas de namespace, pas rien, puis le compilateur s'occupe de tout faire ça pour toi en arrière. Le use case que eux ils poussent beaucoup avec ça, ben, c'est probablement aussi pour les nouveaux qui s'en viennent de d'autres langages, pas leur faire peur, comme tu dis. Puis le but de ça aussi, c'est tranquillement transformer C# un peu plus pour un langage de scripting, des microservices très petits, voire une fonction. Fait que tu sais, ça enlève comme un peu le fluff-là autour de... J'ai juste besoin d'exécuter en ça. fait, ouais. Je prends l'exemple de... J'ai vu une session à un moment donné de quelqu'un qui programmait un microservice là, en Go. Puis justement, là, tu sais, tu commences là, tu codes là, directement, là, tu t'as pas de cérémonie au début là pour faire tes using, définir ta classe, puis tu sais, tu y vas tout de suite avec le code là, puis en fait, tu codes une fonction qui a 10 lignes, là, mais t'as pas de cérémonie autour, c'est ce que je veux dire. Puis ça m'avait ça m'avait impressionné un petit peu. Puis là, je me disais, mais là, le monde qui font du .NET, là, si c'est ces mêmes gens-là qui sont familiers avec Go veulent apprendre C#, par exemple, ben ils ont comme tout de suite en partant là des problèmes de compréhension de toute cette cérémonie-là autour là, du code de la fonction, là, par exemple. Mm-hmm. Je vois un parallèle un peu à l'époque quand on passait vers un monde Java ou un monde C#, qu'on venait du C++, la cérémonie autour était beaucoup plus simple, parce qu'il n'y avait plus de fichier .h à faire, puis beaucoup de gens appréciaient. Là, on veut encore diminuer toute cette taxe-là indirecte qu'on doit se payer juste pour informer le compilateur. Si le compilateur est capable de le déduire tout seul, c'est encore plus simple. Exact. Puis juste pour être clair, tu peux encore utiliser la syntaxe très verbose, là, si tu veux, il n'y a aucun problème avec ça. C'est juste que le compilateur maintenant peut en faire une partie pour toi. Puis c'est sûr que pour s'arrimer avec la communauté open source, là, Microsoft n'a pas le choix d'aller dans ces genres de fonctionnalités-là parce que les développeurs sont habitués d'avoir ça dans d'autres langages. Donc, ça m'intéresse, je vais aller utiliser .NET 5. C'est quoi le chemin le plus rapide pour
pour commencer avec .NET 5? C'est-tu d'installer une nouvelle version de Visual Studio ou d'aller downloader le SDK? Quel chemin que tu nous proposes? En fait, c'est ça, tu peux le faire de plusieurs façons. Tu peux aller sur le site de .NET, downloader le SDK. Si tu travailles dans Visual Studio Code, par exemple, tu as besoin d'installer de cette manière-là. Sinon, la manière la plus simple, je dirais, mets à jour ton Visual Studio. On vient de passer à la version 16.8 qui a été annoncée en même temps que tout ça. Ça vient directement dedans, puis tu vas avoir toutes les fonctionnalités activées. Donc, si tu utilises Visual Studio, tu fais juste mettre à jour. Puis si tu es plus un programmeur qui fait du Visual Studio Code, ça veut dire que tu faisais vraiment plus comme du ASP.NET ou des applications console, ben va chercher le SDK, installe-le, puis fais un .NET Build, puis là, ça va tout mettre à jour tes projets. Ben là, si tu veux modifier, si tu veux passer tes projets, il faut que tu ailles ouvrir ton CS Proj puis que tu changes la petite string magique qui était avant .NET Core App 3.1, tu changes à .NET 5. OK. Donc, puis moi, je peux vous dire, on l'a fait, nous, hier, sur nos produits, sur toutes nos API serveurs, puis c'était transparent. Ça s'est fait, aucun souci, c'était assez rapide, pas de surprise, de mauvaise surprise. Donc, c'est assez transparent. Je vous invite, par exemple, j'ai écrit un article de blog qui réfère à un article de Microsoft, en fait, où il liste tous les changements qui peuvent briser. Donc, à consulter des fois avant de commencer ça. Ouais, absolument. T'as raison, c'est vrai, on avait un bris quelque part. Il a fallu faire un petit correctif sur un API qu'on appelait, là, mais c'était correct. Là, c'était du code qu'on savait de toute façon qui était temporaire. On n'était pas malheureux justement de pouvoir faire ce clean-up-là. Puis là, j'en parle de façon indirecte parce que c'est pas moi là, c'est plus mon partenaire qui fait tout notre code C#. Moi, j'ai le plaisir de vivre en JavaScript ou le déplaisir, selon le point de vue, de vivre avec JavaScript. Moi, j'ai le plaisir de vivre en YAML. Ah, ouais, chacun sa souffrance. Chacun son problème. Bon, écoute, Miguel, merci beaucoup. Je pense que c'était très... puis j'espère que ça va inciter nos auditeurs à vouloir aller rapidement vers les nouvelles fonctionnalités de C# 9. Puis donc de se migrer vers .NET 5. Puis on va inviter nos auditeurs à ne pas hésiter, là, que ce soit juste pour faire des tests si vous n'avez pas à l'utiliser dans vos projets. Donc, n'hésitez pas. On va leur souhaiter justement bonne programmation. Puis on les revoit le mois prochain pour un autre Visual Studio Talk Show. À la prochaine. Au revoir. Visual Studio Talk Show.